Je peux, pour ces faits-là, vous condamner à une peine de prison. Entre 5 et 10 ans d'emprisonnement pour un vol avec effraction, monsieur. Je cours pas, je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Je lui avais presque arraché une partie du bras. Vous êtes devant une autorité judiciaire ici, monsieur. C'est pas un coffee shop, quoi. Ça craint, on est d'accord. Je vous pose la question de savoir si ces policiers mentent, monsieur. Merci. Vous êtes un joueur de poker? Généralement, c'est toujours le casino qui gagne, monsieur. Ce n'est pas légal, ce n'est pas recommandé, mais honnêtement, ça me fait du bien. Maintenant, si vous m'avez roulé dans la farine, vous vous marrerez en partant éventuellement. J'ai rien à voir dans ces histoires, moi. Il faudra que vous puissiez me convaincre, hein. Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Face au juge et merci d'être si nombreux à nous suivre chaque semaine. Vous le savez, on a à cœur de mettre en lumière le travail de la justice tel qu'il est réellement dans notre pays et d'offrir un coup de projecteur à ces magistrats qui prennent parfois des décisions difficiles, lourdes de conséquences. Et ces magistrats, ce soir, ont entre leurs mains le destin d'une mère de famille qui explique avoir mordu un policier pour défendre son fils ou encore celui d'un jeune homme qui a conduit sous l'influence du cannabis. Donc le but ici, monsieur, c'est de répondre à des questions. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin en disant « Tiens, maintenant, on va aller cambrioler une maison ». Vous avez tenté de devenir un voleur, en fait. Vous ne faites pas bien votre travail, monsieur. Quand est-ce qu'il va y avoir un déclic? C'est ça la question, hein, monsieur. Parquet de Bruxelles, Vous faites quoi dans la vie? Denis Gouman, procureur du roi. Manifestement, vous ne comprenez rien. Je fais un mini-cours de droit pénal accéléré. L'enjeu, c'est 5 ans d'emprisonnement. Ça, c'est ce que vous risquez. Dans ces cas-là, monsieur, un juge tranche. Un fin connaisseur de la justice et de la petite délinquance. Quel exemple! C'est dingue, ça. Hein? C'est pas cohérent, monsieur, ce que vous me dites. Vous racontez toujours des bêtises. Qui reçoit Amir ce matin. Le jeune homme de 20 ans a été arrêté la veille à Anderlecht. Il est soupçonné d'avoir commis un vol dans un garage à l'aide d'un complice. Monsieur peut rentrer dans mon bureau, démenoter. Mais Amir n'a fait que nier les faits face aux policiers. Je suis le procureur du roi, monsieur, et je suis chargé de vous auditionner par rapport à des faits de vol avec effraction dans un garage, monsieur. Je vous dis tout de suite que j'étais très circonspect par rapport, ça veut dire très étonné, monsieur, par rapport à la version que vous avez donnée aux policiers. Ceci indique que nous apercevons 2 individus sortir entre 2 véhicules. Nous remarquons que les individus ont des objets dans les mains. Nous décidons de procéder au contrôle. À notre vue, les 2 individus partent en courant en direction de la rue Ropsy-Chaudron. Immédiatement, nous interceptons l'individu et ce particulier a une barre de fer en main. Il s'avérera par la suite qu'il s'agit d'une barre d'un cric de véhicule. Par la suite, ils intercepteront un certain Fias qui est mineur d'âge, monsieur, et qui lui aussi était présent sur les lieux. Il y a plusieurs choses qui ont été prises dans le garage, que le garage a été fouillé, les armoires également, et effectivement, monsieur, je vous pose la question de savoir si ces policiers mentent. Tous les jours, je passe par là. Et donc ils mentent. Vous ne vous êtes pas encouru à la sortie du garage. Monsieur, tous les jours, je passe par là, je me dis. Tous les jours, je passe dans la même rue. Oui, alors que ça change. Je me dis, pourquoi je vais voler un garage? Tous les jours, je passe par là, je travaille. Demain, aujourd'hui, je devais commencer. Effectivement, je me pose souvent la question de savoir pourquoi des jeunes délinquants commettent des vols avec effraction, monsieur. Ça, je me pose souvent comme question, monsieur. Je vais aller voler un cric, monsieur. Mais quand je parle, vous vous taisez, monsieur. Donc, je vous pose la question de savoir qu'il n'y avait pas qu'un cric, hein, monsieur. On parle de plusieurs objets. Alors, ils ont effectivement abandonné ce cric. Je vous pose la question de savoir si les policiers mentent quand ils disent que vous vous enfuyez. Pourquoi vous courez? Pourquoi est-ce qu'ils doivent courir après vous? Eux-mêmes, ils m'ont dit que... Et il ne faut pas rigoler pour ça, monsieur. Ce n'est pas amusant, vous savez. Vous savez combien vous risquez pour ça? Je sais, monsieur. La loi prévoit au départ entre 5 et 10 ans d'emprisonnement pour un vol avec effraction, monsieur. Alors, je vous conseille de prendre ça très au sérieux, quoi que vous en pensiez, monsieur. Oui, mais monsieur, de toute façon, je vais vous dire une chose. Vous avez le droit d'avoir votre version des faits. La loi vous autorise même à mentir. Ce que je vous rappelle, monsieur, c'est que la loi m'autorise aussi à ne pas vous croire. Vous faites quoi dans la vie? Vous travaillez? Je travaille, monsieur. Vous faites quoi? Je travaille en chantier avec mon oncle. Vous travaillez dans un chantier avec votre oncle? Tous les jours? Ben, ça fait longtemps quand même. Et alors, qu'est-ce que vous faites à 2 heures la nuit? Vous n'êtes pas fatigué? Je suis au café, monsieur. Mais vous n'êtes pas fatigué si vous travaillez toute la journée? Non, pas toute la journée, je travaille de 6h à midi. Ah, c'est du 6h du matin à midi. Et vous êtes à 2h du matin dehors? C'est ça, je rentre à la maison. Ah oui, mais ça je pense, vous deviez quand même bien vous sentir fatigué. Hein. Mais monsieur, vous aviez, oui ou non, un cric? J'avais rien touché en main, je vous jure que j'avais Et rien le en main. mineur qui est avec vous, qu'est-ce que vous faisiez avec un mineur d'âge? Avec lui, je ne le connais pas, même...
Mais monsieur, on vous voit sortir d'un garage en courant alors qu'il a été visité. Écoutez, je descends la rue, je vois une patrouille derrière moi. Oui, alors vous courez. Je cours pas, je m'arrête, je dis qu'est-ce qui se passe. Il me sort une matraque, je dis je m'arrête, je suis là, il n'y a rien. Donne mon téléphone, j'ai pas couru. Monsieur, donc il ment. Donc, mais vous pensez vraiment, monsieur, que les policiers... Vous savez combien de temps ça prend, ça, monsieur? Ça prend des heures, hein, écrire un procès verbal. Vous auditionnez, auditionnez quelqu'un, prendre un procès verbal, vous transférez ici au parquet. Mais ça n'a rien à voir, parce que j'ai pas... Mais pourquoi ils mentent? Pourquoi est-ce qu'ils mentent, monsieur? Peut-être qu'ils sont trompés, peut-être qu'ils sont pas menti, mais je vous jure que j'ai pas... Peut-être qu'ils n'ont pas menti, donc ils ont dit la vérité. Face au procureur, Amir continue de nier les faits. Ce n'est pas lui qui est entré par effraction dans le garage et il n'était pas en possession d'un cric de voiture au moment de son arrestation. Alors, on remarque dans le garage, monsieur, donc des traces de fouilles, divers objets. Il y avait même encore des légumes dans le garage, là, des carottes, des céleris, tout ça, ça vous n'avez pas touché manifestement. Par contre, le cric et autre chose, ça, on le prend et on remarque d'ailleurs, la fenêtre est brisée. Une vieille télévision se trouve devant le garage, donc on a déjà sorti la télévision du garage, ça vous intéresse plus que les légumes, manifestement, monsieur. Et donc, on prend également un cric. Tout ça, monsieur, c'est dans un procès verbal, acté par des policiers. Alors, je pense qu'il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on dit. Je sais que vous me croyez pas, mais je vous jure... C'est pas votre genre de voler. Regardez, ça fait combien de temps que je me suis pas fait contrôler, pour vous dire. Ah, mais la différence, c'est une différence entre ne pas se faire attraper et ne pas le voler, hein, monsieur. Il y a encore une différence. Je sais pas combien d'années, je vais pas aller voler un cric quand même, je travaille. Mais ça, vous ne saviez pas qu'il y avait qu'un cric dans... Mais monsieur, vous ne saviez pas qu'il y avait qu'un cric dans le garage? Mais je vais faire quoi dans ce garage, monsieur? Si je vais voler dans ça, j'ai rien à voler, là. Je travaille, monsieur, j'ai pas besoin de ça. Amir affirme qu'il se promenait simplement à 2 h du matin dans la rue et que les policiers l'ont arrêté par erreur. Il nie également connaître le mineur qui a été interpellé avec lui. Je remarque quand même, monsieur, que vous êtes quand même bien connu du tribunal de la jeunesse. Non, connu, on l'est toujours. Regardez, ça s'appelle un casier judiciaire, monsieur. Extorsion la nuit, extorsion, vol avec violence la nuit. Donc, placement en IPPJ. Et en 2016 encore, vol avec violence, extorsion, tentative de vol, entrave méchante, vol à l'aide d'effraction, rébellion, port d'armes, une réprimande par le tribunal de la jeunesse. Manifestement, une réprimande ne suffit pas, hein, monsieur. C'est pas faire grand-chose, monsieur. Hein. À partir du moment où vous me racontez, je n'ai pas beaucoup de solutions, monsieur, en ce qui vous concerne, à partir du moment où vous niez ce qui est votre droit. Je jure que je vous dis la vérité. Oui, monsieur, mais vous savez le nombre de personnes qui jurent dans mon bureau, monsieur? Je sais, mais je vous jure. Moi, je crois les policiers, monsieur, parce que... Ah ben, si j'ai raison, alors tout le monde est d'accord. Mais si je vous dis la vérité... Mais les policiers ne peuvent pas avoir raison, et vous aussi. Ça, c'est pas possible. Voilà, vous dites que vous n'avez rien en main, et les policiers disent que vous avez un cric. Ils ont cru d'abord que c'était une barre de fer, donc ils n'identifient pas le cric après. Ils disent, on pense que c'est une barre de fer, puis on s'aperçoit, quand on intercepte, que c'est un cric. Mais pourquoi ils disent que j'avais ça en main alors que je n'avais pas, monsieur? Parce qu'ils n'ont que ça à faire, que ce sont des menteurs, selon Je vous. vous jure que je marchais, j'avais même pas ça en main. Et vous n'avez pas vu la télévision qui était devant le garage en marchant? Monsieur, Je sais pas, je pose la question. tous les jours, Moi, je passe par là, tous les Et jours. vous Même jouez les garages, ils télévision. me connaissent, si vous voulez savoir. Tout le monde, il me connaît, là. Si je vais aller... Le casier judiciaire d'Amir ne plaide pas en sa faveur. Lui qui a déjà été arrêté de nombreuses fois pour vol avec effraction, justement. Il risque même cette fois une peine plus lourde pour avoir été arrêté aux côtés d'un jeune de moins de 18 ans. Vous avez également été interpellé avec une autre personne, un mineur, ce qui est une circonstance aggravante. Je vous explique simplement qu'en droit, utiliser un mineur, monsieur, que vous fassiez certaines choses, c'est encore votre problème. Mais utiliser quelqu'un de plus jeune qui est mineur d'âge pour les faire, ça c'est honteux, monsieur, parce que vous êtes en train, avec lui, oui, je sais, vous n'avez rien fait. Moi, je me base sur ce que j'ai lu. Je sais ce Oui. que vous êtes... Ah ben, Je comprends. quoi, votre frère a aussi des problèmes. Mon frère, enfin... Et comment ça se fait, monsieur, que beaucoup de personnes dans votre famille ont des problèmes? Votre frère, vous? Oh, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Quel est le problème? Vous savez, vous avez déjà été en prison. Je ne parle pas en IPPJ. En prison, vous avez déjà été. Vous avez envie d'y aller. Bien sûr que non, monsieur. Vous savez que la prison, je ne sais pas, hein, j'entends parfois certaines personnes qui disent Non, que ça leur fait, dans le quartier, ça leur fait une bonne réputation d'aller en Je suis prison. même pas dans les quartiers, si vous voulez savoir. Je travaille... Là, vous êtes à 2 h du matin, rue à Anderlecht, rue Ils m'ont Robson. jamais La preuve qu'ils m'ont jamais contrôlé dans la rue pour vous dire que je ne serais Monsieur, pas si dans la vous, rue. si vous ne faites rien, vous n'êtes pas contrôlé ou il n'y a pas de raison d'être contrôlé? Voilà, je fais rien.
Ah, vous êtes Je quand bois même le café, je travaille, je suis à la maison. Vous êtes quand même connu pour 20 faits judiciaires. Hein. Quand j'étais petit, mineur, j'assume, oui, c'est vrai, monsieur. Oui, d'accord, mais... Maintenant, depuis ma maintenant, vous êtes devenu plus intelligent. Non, c'est rien à voir. Si, j'espère pour vous. J'espère pour vous. J'ai le droit quand même de... J'espère, monsieur, continuez à travailler. Mais ça, c'est très bien, monsieur. Ça, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Mais je suis quand même un peu dubitatif, monsieur, étonné du fait qu'à 2 h du matin, malgré vous travaillez à 6 h... Tous les jours. Moi, vous avez une santé de fer, monsieur, pour dormir 3-4 heures par nuit, travailler dès 6 heures sur les chantiers, monsieur. Je dors la journée. Hein, Ah oui. C'est étonnant comme façon de vivre, mais enfin bon, ça, chacun la sienne, hein, monsieur. Vous ne connaissez pas l'autre personne avec laquelle vous avez été arrêté? Non, monsieur. Et il se baladait tout seul alors? Mais j'étais loin, lui, carrément. C'est lui qui était là en train de courir. Ils m'ont dit, toi aussi, t'as à voir avec lui. Monsieur, compte tenu de ce que vous me dites, en ce qui me concerne, je vais vous convoquer au tribunal, mais entre-temps, je décide de vous relâcher. Ça veut dire que vous allez pouvoir sortir aujourd'hui. Visiblement, les explications d'Amir n'ont pas convaincu le procureur du roi. Il décide de le renvoyer au tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre de ses faits. Nous le retrouverons plus tard face au juge Luc Hénard. Vous avez une idée de l'enjeu aujourd'hui? Ouais. C'est-à-dire? La prison? Oui. Amir risque une peine jusqu'à 5 ans de prison. Direction Verviers et le tribunal de police. Retrouvez le juge Marco Senna. Venez, venez, on a fait les fonds de tiroir. Après avoir été avocat, le magistrat est devenu juge il y a quelques années. On recule encore un petit peu dans le temps. Je vais acquitter à tous les coups alors. Hein. Je suis réceptif à beaucoup de choses. Un juge qui prend toujours le temps d'écouter les usagers de la route qui n'ont pas respecté les règles de bonne conduite. On me raconte souvent les mêmes couillonnades. C'est ça. Oui, oui. Bien sûr. Moi, je veux bien. On peut venir plaider tout ce qu'on veut. Et qui doit juger le cas d'Emilien. Ce père de famille a été flashé à 84 km/h au lieu de 50 en essayant de rattraper son fils en fugue. 84 en agglo. Vous avez une condamnation de police, mais vous avez du droit commun qui empêche de vous accorder encore le sursis. Droit commun, c'est-à-dire ce qui n'est pas roulage. Vous avez eu d'autres petits problèmes dans votre existence. C'est bien ça. Ça a pour conséquence que, bien que ce soit la première infraction de ce type, apparemment, je ne pourrais même pas vous accorder de sursis si je souhaitais le faire. Donc vous avez reconnu, vous avez essayé de récupérer votre fils qui était en fugue et qu'on vous avait signalé se trouver dans le bus entre Spa et Verviers. Oui, c'est un gamin qui a 17 ans et c'est pas très facile avec lui. Et vous avez essayé de rattraper le bus, avez-vous déclaré, c'est ça? D'accord. Monsieur le procureur du roi. Monsieur cherche son fils en fugue. On lui renseigne qu'il se trouverait dans un bus que l'on vient de rappeler. Et il essaye de le récupérer. Malheureusement, il ne sera pas dans le bus. Et vous dites, j'ai dû déposer finalement une plainte pour fugue à la police 3 jours plus tard, parce que 3 jours plus tard, je ne l'avais toujours pas récupéré. Ce sont des circonstances particulières, mais qui ne justifient pas de mettre les autres en danger. Pour avoir été flashé 34 km/h au-dessus de la limite autorisée, le procureur du roi demande 240 € d'amende et un retrait de permis de 8 jours. Monsieur, je vous écoute, vous êtes votre propre avocat. Ouais. Bah oui, quand j'ai expliqué au policier, il m'a demandé si j'avais une raison de rouler vite. Je lui ai dit que c'était pas une bonne raison, mais que j'avais quand même une raison, et voilà. Et en fait, pour tout vous dire, en tant que père, c'est la première fois que j'ai dû faire face à une telle situation. Mon fils qui est parti en fugue, il était sous ma responsabilité. Je me suis réveillée le matin, il n'était plus là. Et c'est pas un malaise que j'ai fait, mais je ne savais pas. Je ne contrôlais pas, j'agissais à l'instinct en fait. Je voulais le récupérer absolument, franchement j'avais peur, sa mère aussi. Maintenant ça va mieux, mais à ce moment-là, on n'avait pas bon de vivre à cause de ça. Voilà, c'est pas excusable. Donc moi j'accepte la déchéance. Tout ce qu'il y a, c'est que moi j'ai du travail et tout. Et le mois de juillet, c'est bientôt, c'est les vacances. Alors est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'on me le retire à cette période? Le problème, c'est que ça ne dépend pas de moi. Moi, je dois prononcer une décision et c'est le service du parquet qui exécute le jugement. Je vais vous dire une chose, c'est que compte tenu des circonstances particulières,
je vous éviterai une déchéance du droit de conduire. Si vous revenez avec un excès de vitesse du même type, je serai obligé de vous déchoir 3 mois et de vous imposer 4 examens, théoriques, pratiques, médicales et psychologiques. Ce ne sera pas de l'acharnement, ce ne sera pas parce que je vous en voudrais d'avoir trahi, entre guillemets, la confiance que je vous ferai aujourd'hui. C'est simplement parce que la loi le prévoit comme ça et que je n'ai pas le choix. Et je veux concevoir le stress dans lequel vous avez pu vous trouver. Donc je peux être compréhensif. Maintenant, la balle est dans votre camp à l'avenir. Les explications d'Emilien vont toucher le tribunal en plein cœur. Emilien échappe aux retraites permis. Il écope simplement d'une amende de 240 €. Monsieur le juge, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, aimerait mettre en place une série de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité routière et il aimerait donner plus de formation à la place des sanctions classiques comme les amendes. Vous en pensez quoi, vous ? Ça peut apporter quelque chose si c'est volontaire, quelqu'un qui effectivement est volontaire est réellement intéressé par cette formation en se disant que ça va lui apporter quelque chose, peut-être bien, oui, ce sera susceptible d'apporter un plus de sensibiliser au danger de certains comportements routiers. Si c'est par contre uniquement l'échappatoire à l'amende, je ne suis pas sûr qu'au final, la plus-value soit au rendez-vous. Merci beaucoup, monsieur le juge. On reste ici dans cette salle et on poursuit l'audience avec vous au tribunal de police de Verviers. Jérôme a été contrôlé au volant de sa voiture sous l'influence du cannabis. Il était passé une première fois devant le juge Marco au Sénat et avait justifié sa consommation pour des raisons médicales. Il avait expliqué que ça soulageait ses douleurs au dos et à la tête. Le juge avait exigé un certificat médical pour prouver ses dires. Voilà donc le retour de Jérôme. Donc mon médecin, je lui ai demandé, il m'a dit que d'un point de vue médical et déontologique, il ne pouvait bien sûr pas. Donc il n'allait pas se mouiller. Montrez-moi un peu ce qu'il a écrit. Donc il ne peut pas dire que le médicament est moins bon que le stup. Illégal, ce qui est logique. Pardon. Prise d'antidouleurs de type morphinique pour son problème de santé. Il engendre cependant des effets secondaires désagréables. Je comprends que la prise de cannabis puisse améliorer ses douleurs et favoriser le sommeil. Mais ce n'est pas recommandé médicalement et même déconseillé vu les dépendances. Voilà, il est resté évasif et professionnel. Oui. Mais il a reconnu que donc ça pouvait m'aider. Je peux comprendre que ça lui fasse du bien, mais moi je ne peux pas lui dire que c'est ça que ça voulait il faut dire. passer par là. Oui, au contraire, ça peut être mauvais. C'est ce qu'il dit. Oui, il vise l'accoutumance, évidemment. Il m'a bien expliqué que, surtout pour un tribunal, qu'il ne pouvait pas reconnaître par écrit, il ne peut pas me recommander de prendre cette substance. Maintenant, il comprend que ça peut servir d'échappatoire. Oui. Voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit. Mais lui ne vous a jamais dit qu'il fallait en prendre en lieu et place des médicaments. Voilà, ou si vous l'a dit, il ne l'écrira jamais. C'est un médecin, ce n'est pas... c'est pas un coffee shop, quoi. Voilà, exactement. Jérôme explique qu'il préfère consommer du cannabis plutôt que de l'oxycodone, un antalgique très puissant. Je vous l'ai dit, c'était de ma propre initiative, il ne m'a rien recommandé du tout, mais j'ai constaté que ça fonctionnait et que les effets sur moi étaient moins négatifs en tout cas que l'oxycodone. Mais vous aviez déjà eu, en 2017, c'était la même chose. Vous avez eu la suspension du prononcé en 2017. J'ai eu une médiation pénale. Non, une suspension du prononcé. J'ai eu 80 heures d'intérêts généraux quand même. Donc c'était déjà mon échappatoire de l'époque. J'ai eu ce souci-là, donc j'ai voulu prendre les médicaments. Donc mon médecin m'a prescrit ces 10 médicaments. Et voilà, honnêtement, maintenant, voilà, ça fait quand même 2 fois. Donc j'essaie vraiment de consommer vraiment occasionnellement et de me passer quand même toujours de médicaments. Donc voilà, j'ai réduit ma consommation fortement. Et en tout cas, quand c'est le cas, je ne prends plus le volant le lendemain. Ça peut être trop juste, monsieur, le lendemain. C'est pour ça. Ça peut être trop juste. Je pensais que non, parce que la première fois quand je me suis fait arrêter, ça c'était consommation au volant. Donc là, clairement, il n'y avait pas d'excuse. Et la deuxième fois, là, c'était le lendemain. Donc, honnêtement, mais si vous consommez un peu habituellement, vous allez être pas bien. Le policier m'a dit, quand il m'a contrôlé, il m'a dit, ça se voit que tu n'es pas sous influence, mais tu seras positif. Il me l'avait prévenu avant même de me faire le test. Et donc, voilà. Ok. Alors, monsieur le procureur du roi, il demande quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'abord, vous prenez toujours de l'oxycodone?
Honnêtement, vraiment, quand la douleur est vraiment Parce que insoutenable. Mais sinon, me réveiller, tout ça, c'est compliqué avec ça. Je travaille maintenant. Je me suis un peu documenté. C'est un antalgique stupéfiant très puissant. Ça craint, on est d'accord sur ça. Je suis... Alors, si vous prenez de l'oxycodone et que vous prenez aussi de la drogue, Attention. du cannabis, C'est alors là, Ouais, non, c'est bonjour le cocktail. Hein. Et justement, donc j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit qu'il se doutait bien que je prenais un substitut parce que justement la dernière prescrivait ordonnance pas assez. médicale qu'il m'a donnée, et c'est le seul qui peut me prescrire ça, ou qu'il y a d'autres médecins qui ne me connaissent pas me prescrire ça, la dernière ordonnance date de juin de l'année passée. Donc je n'en prends vraiment que parce que j'essaie de me limiter, je me sens pas bien, j'ai des vomissements, des difficultés ou à dormir ou à me réveiller. Donc voilà, c'est vraiment un médicament pas cool, et en tout cas moi c'est des effets que ça a sur moi, et donc de moi-même j'essaye de me réguler. Seulement quand j'ai vraiment mal, Dafalgan ça va pas faire l'affaire, et donc d'où le cannabis. C'est un peu ce que j'ai trouvé moi entre les deux. Ce n'est pas légal, ce n'est pas recommandé, mais honnêtement ça me fait du bien, et ça me fait moins de bien que l'oxycodone, mais ça me fait aussi moins de mal en soi. Et donc voilà. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je ne prends jamais les deux en même temps. Je prépare des commandes. C'est tout récent. Je suis préparateur de commandes. D'accord. Tout récent. Et si tout va bien, j'ai mon contrat dans 2 mois. Et vous êtes en position debout toute la journée? C'est ça, je marche, je suis dans un frigo, 1 degré, tout ça. Et les douleurs lombaires, ça provient d'où? C'est des côtes à la tête du côté gauche. Oui, mais... Ah, des côtes. Des côtes. Donc Ah, on est... alors. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était des douleurs lombaires. Non, Mais... justement, c'est ça. Vraiment oui. ici. Quand c'est les côtes et tout, ça va. Et c'est dû à quoi? Vous avez été accidenté? Vous avez... À la base, c'est un problème de dents en fait. J'ai un peu la phobie du dentiste et j'ai laissé une plaie s'affecter pendant 2 ans, 3 ans. J'avais mal à crever, mais je n'osais pas aller chez le dentiste. Et en fait, le nerf s'est affecté à l'intérieur et tout le circuit nerveux s'est affecté. Et donc, il n'y a pas vraiment de remède. On m'a dit d'aller voir, d'aller consulter. Ils m'ont tous dit pareil, qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, ils veulent, en vrai, je crois qu'ils se disent reste sous médication, ça ira quoi. Mais comme vous l'avez dit, le médicament est vraiment puissant et je ne me vois pas prendre ça toute ma vie. On m'a dit que ça pourrait durer toute la vie, quoi. Donc je ne sais pas du tout quoi faire. Honnêtement, je vous dis, le cannabis, c'était un peu mon moyen à moi pour me sentir un peu mieux, quoi. Donc voilà. Jérôme préfère fumer du cannabis plutôt que de prendre le médicament que son médecin lui a prescrit pour apaiser ses douleurs à la tête et au dos. Ces explications vont-elles convaincre le juge? Maintenant, si vous m'avez roulé dans la farine, vous vous marrerez en partant éventuellement. C'est-à-dire? Vous êtes un joueur de poker? Dans un instant, nous retrouverons Amir qui a été arrêté pour vol à Bruxelles et qui doit se défendre face au juge Luc Hénard. J'ai rien à voir dans ces histoires, moi. Faudra que vous puissiez me convaincre, hein. Et Josiane qui a été prise dans une bagarre. Elle s'est laissée emporter au point de se retrouver au tribunal. Qu'elle avait mordu comme un bulldog. C'est pas tout à fait ça. Merci de nous retrouver pour la suite de Face au juge. Nous sommes toujours ici à Verviers pour suivre l'audience du juge Marco Senna au tribunal de police. Nous avons fait la rencontre de Jérôme qui a été arrêté au volant de sa voiture sous l'emprise de stupéfiants. Mais Jérôme explique qu'il fume du cannabis uniquement pour soulager de fortes douleurs au dos. Alors, monsieur le procureur du roi, il demande quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'abord, vous prenez toujours de l'oxycodone? Je n'en prends vraiment que parce que j'essaie de me limiter. Je me sens pas bien, j'ai des vomissements, et donc de moi-même, j'essaie de me réguler. Seulement quand j'ai vraiment mal, Dafalgan, ça va pas faire l'affaire, et donc d'où le cannabis. C'est un peu ce que j'ai trouvé moi entre les deux. Ce n'est pas légal, ce n'est pas recommandé, mais honnêtement, ça me fait du bien. Donc voilà. Écoutez, moi je ne suis pas médecin, donc je suis obligé de me baser un peu sur votre bonne foi et votre bonne mine. Je dirais que vos explications ont un certain relent de sincérité. Maintenant, si vous m'avez roulé dans la farine, vous vous marrerez en partant éventuellement. Voilà. C'est pas mon but. Bon, maintenant, on ne peut pas l'admettre ad vitam non plus, comme situation. Mais c'est justement un peu le propos que j'allais te dire. D'abord, je suis rassuré je suis rassuré par le certificat médical, parce qu'en repréparant ce dossier hier, je me réjouis de voir le médecin qui va aller écrire dans une attestation médicale qu'il a conseillé de prendre du cannabis. Non, bien sûr. Et donc, je m'attendais à ne pas recevoir de certificat médical, ou en tous les cas, à en recevoir un tel que celui qui a été déposé.
C'est plutôt rassurant quelque part. Vous êtes extrêmement sympathique, monsieur. C'est gentil. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on tienne compte des autres aussi. La loi, non, bien Et sûr. donc voilà, ça fait 2 fois que vous êtes au volant avec un taux qui est... Bon, ici, c'est 53 fois le taux maximal autorisé. Disons Hein. que c'est- Et donc, on doit protéger les autres. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on s'assure que ça ne pose pas de problème en termes de capacité de conduite. Le procureur du roi n'est pas rassuré par les propos de Jérôme, même si le jeune homme explique fumer du cannabis pour apaiser de grosses douleurs à la tête et au dos. Il demande 1 600 € d'amende, 1 mois de déchéance du droit de conduire et exige un examen médical et psychologique. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on vérifie votre aptitude à la conduite. à la conduite. Vous ne soyez pas dépendant. Ça, c'est pas un problème. Ça ne vous tracasse pas trop. Du tout, parce que Non, non, d'accord. mon automédication, c'est justement pour ne pas être dépendant. Alors je vous écoute. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je ne vais pas trouver des excuses pour me justifier plus. Je vous ai décrit les faits, c'est ce qui se passe, c'est pour ça. Et donc voilà. Votre sanction me paraît juste. Donc voilà. D'accord. Chose, c'est quand donc s'il y a d'échéance sans sursis, c'est vers quand? Ça, c'est le parquet qui m'a exécuté. Parce qu'une fois que je serai au CDI, je pourrais m'arranger pour avoir un congé, mais que d'ici les Vous 2 pouvez me prochains mois, demander une y aller déchéance en- les week-ends éventuellement. Ça, ce serait... Mais je travaille les samedis. En fait, j'ai un jour Du de... vendredi 20h ou dimanche 20h. Ça peut pas être... En fait, j'ai un jour de récup semaine. Non, Du lundi au samedi, ça peut n'importe Non, quoi. c'est semaine ou week-end. Il n'y a pas de choix. Donc une fois que Vous j'aurai... travaillez où? À Oupey. C'est pour ça, il y a les bus, les Oupey. trains et tout. De Tank-Rémont, c'est compliqué. Parce que j'ai eu 2 semaines de retraite permis, justement, et pour se rendre jusque-là... On vous l'a retiré déjà 15 jours. Ouais, 2 semaines, c'est ça. Bah oui, ça va. Ok, Et donc voilà, ça rentre un peu dans mes cordes. c'est gentil. Jérôme n'est pas autorisé à conduire sous l'influence du cannabis malgré ses douleurs. Mais le juge accepte tout de même de réduire sa peine, comprenant la situation difficile du jeune homme. Il écope de 400 € d'amende et de 15 jours de retraite permis. L'audience est ouverte. Après Verviers, retour à la capitale. Vous savez très bien que vous vous jetez dans la gueule du lion. Rejoindre le tribunal correctionnel de Bruxelles. Si vous êtes ici, c'est pas de ma faute. Hein. Vous n'avez toujours pas la parole. Et le président honoraire du tribunal de première instance. Il est mondialement connu, me direz-vous. On va arrêter parce que sinon je vais tourner au vinaigre. À quelques jours de sa retraite, Et un jour, on se retrouvera pour d'autres motifs. très heureux de refermer bientôt un beau chapitre de sa vie avant d'en ouvrir un autre. Alors on va peut-être vite voir ce que l'on peut faire. Mais avant cela, il lui reste tout de même encore de nombreux dossiers. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, mais je ne me souviens plus de son prénom. Comme celui de Josiane, qui a mordu un agent de police. Et alors je vois, madame, que monsieur le procureur du roi vous reproche d'avoir porté des coups et fait des blessures à un officier ministériel, un agent de police, et ça s'est fait apparemment dans le contexte sanitaire de Covid-19. Et puis, on vous reproche aussi la rébellion. Alors, madame, mais qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? Mais écoutez, nous sommes 2 victimes, mon fils et moi-même, de la part du fils de mon mari. Si j'ai débarqué, parce que c'est pas à mon adresse où s'est passé les faits, c'est à l'endroit où où habite mon beau-fils et où habitait provisoirement mon propre fils à moi. C'était une bagarre générale, je suis intervenu. Mon fils était en train de se faire frapper avec une bouteille de whisky. Il a eu 3 entailles au niveau de la tête, 15 agrafes. Et après, mon beau-fils s'en est pris à moi, m'a frappé avec des balais, tout où j'ai eu des lésions aussi. On est descendu, j'ai dit à mon fils, viens, on descend. Mon fils était en sang partout. On a attendu la police. Et dans ce contexte, en fait, on a attendu sur place. L'ambulance est venue pour apporter les premiers soins à mon fils. Et puis, mon fils se fait menotter. On n'a pas très bien compris pourquoi mon fils se faisait menotter. Mon mari était là, étant donné qu'on était des victimes, que mon fils était victime et était rempli de sang quand même partout.
Et puis vu qu'il se faisait menotter, moi je dis à mon mari, eh bien on y va. Et puis là il y a un agent, donc un inspecteur, qui dit non madame, partez pas encore. Je fais ben, pourquoi, mon fils est menotté, il va aller à l'hôpital, tout ça. Et puis tout d'un coup on vient, on veut mettre des menottes. On me plaque par terre, ils étaient à plusieurs sur moi, j'étais blessé au niveau du front, j'ai dû passer scanner après à l'hôpital en présence des deux policiers, et dans un effet de colère, je me suis rebellé, et apparemment j'aurais donc mordu l'inspecteur en question, avec qui, après à l'hôpital, j'ai bien discuté, où je me suis excusé. On a même parlé de sa vie sentimentale après. Donc on va dire que tout après s'est passé dans la convivialité avec ces deux inspecteurs. Josiane explique que c'est son fils tout d'abord qui a été agressé par son beau-fils. En intervenant elle-même, elle aurait été aussi agressée. À l'arrivée de la police, elle n'a pas compris pourquoi c'est son fils qu'on embarquait. Elle a alors refusé d'obtempérer et s'en est pris aux agents de police et dépêchés sur place. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je regrette mon geste vis-à-vis de l'inspecteur. Ça a été dans un moment de rage parce que je n'ai pas compris la situation, voyant mon fils en sang, menotté, puis moi on me menotte, et le fils de mon mari en train de se balader comme si de rien n'était, alors qu'il avait quand même blessé 2 personnes. Donc voilà un peu le contexte de l'histoire. Et moi j'aimerais bien savoir aussi maintenant qu'est-ce que je dois faire pour cette histoire de coups et blessures reçues par mon beau-fils. Et c'est la 3e fois que mon beau-fils me frappe. Je retiens de tout ce que vous me dites, c'est qu'il y a évidemment, s'il y a eu des problèmes, et notamment avec votre beau-fils, ben là, c'est à régler au niveau de monsieur le procureur du roi. La seule chose dont vous avez à répondre aujourd'hui, oui, je sais très bien. C'est l'incident que vous avez eu avec cet inspecteur. Mais aujourd'hui, vous me demandez quoi? Je vous demande d'être clément, c'est tout, monsieur le Président. Simplement d'être clément. Au niveau psychologique, madame, vous aviez l'air de dire qu'il y en a quand même d'un suivi ou... J'ai déjà été suivi et si mon médecin pour l'instant m'a prescrit du diazépam pour un petit peu me calmer. Il est peut-être bien que dans la décision que moi je serais appelé à prendre, que je puisse donner ce cadre pour avoir un suivi de type psychologique. Madame a quand même 3-4 pages de petits soucis où madame a déjà fait l'objet de mise en observation, madame a déjà fait l'objet de dossiers de rébellion, de menaces de coups et blessures. Moi je pense que madame, il ne serait pas inopportun de la faire suivre ou qu'elle suive en tout cas, et si c'est sa volonté, parce que sinon ça ne sert à rien, vous l'avez déjà dit souvent. Mais je pense qu'on devrait être plus dans cet ordre-là. Le procureur du roi rappelle que Josiane a déjà été arrêtée pour menaces et coups et blessures et qu'elle a même déjà été placée en observation pour évaluer son état psychologique. Josiane avoue être en dépression depuis un moment. Je dois essayer de gérer mes émotions. Vous voyez, il y a tout un... Il y a certainement tout un contexte, mais oui. Moi je suis appelé à devoir juger un contexte en particulier, parce que je peux, pour ces faits-là, vous condamner une peine de prison. Hein? Est-ce que c'est la solution ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on parle d'une suspension du prononcé avec des conditions probatoires? Mais là, il faut que vous acceptiez le principe. Si vous me dites « je souhaite avoir chez un psychologue de votre choix » et que vous acceptez ou vous me demandez de le faire, moi, je veux bien entrer dans une problématique de ce type-là. De son côté, l'avocat de l'agent de police qui a été mordu par Josiane demande 2 500 € de dommages et intérêts. Il rappelle que Josiane a mordu de toutes ses forces le bras du policier qui a même eu peur d'attraper la Covid. En ce qui concerne le Covid, je voudrais vous joindre une pièce comme quoi problème, les c'est que, résultats sont négatifs. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, parce que si en plus vous aviez contaminé, on en parlerait peut-être d'autre chose. Et donc, monsieur le procureur du roi... Monsieur le Président, donc en ce qui me concerne, je serais plus rassuré s'il y avait un encadrement de type probatoire qui lui soit administré, compte tenu de sa fragilité psychologique manifeste au vu des éléments de ma possession. Le procureur du roi demande une peine de probation assortie d'un suivi psychologique, une peine qui peut être proposée uniquement si l'intéressé l'accepte. Mais donc, si vous me dites « je suis partante pour cela », alors je peux réfléchir. Si vous me dites non, je ne peux pas le faire. Non, je suis d'accord. Josiane repart donc avec une suspension du prononcé durant 3 ans. Elle doit se faire suivre par un psychologue et si elle respecte cette condition, elle n'aura plus de compte à rendre à la justice. On va patienter un petit peu. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi l'audition d'Amir au parquet de Bruxelles. On vous voit sortir d'un garage en courant alors qu'il a été visité. Vous savez combien vous risquez pour ça? Entre 5 et 10 ans d'emprisonnement pour un vol avec effraction, monsieur. Je vous dis que c'est pas moi, je dois te dire quoi alors? Amir est soupçonné d'avoir commis un vol avec effraction dans un garage à Anderlecht.
que le garage a été fouillé, les armoires également. Mais monsieur, vous aviez oui ou non un cric? Je vous pose la question de savoir si ces policiers mentent. Bien connu de la justice, Extorsion la nuit, extorsion, vol avec violence la nuit. le jeune homme nie les faits. Peut-être ils sont trompés, peut-être ils sont pas menti, mais je vous jure que j'ai pas compris. Peut-être qu'ils n'ont pas menti, donc ils ont dit la vérité. Nous retrouvons Amir face au juge Luc Hénard. Menotté, le jeune homme a entre-temps été placé sous mandat d'arrêt pour une autre affaire de vol. Et face au juge, il reste sur ses positions. C'est toujours votre position aujourd'hui? Oui. Je vois que vous êtes détenu. Vous êtes détenu pour quel motif? Pour un truc, j'ai rien fait aussi. Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. J'ai pas de chance, ouais. Que faites-vous dans l'existence, monsieur? Pour l'instant, je travaille pas, mais je reprends le travail, mais pour l'instant, je suis en prison, je sais pas Ah travailler. oui, ça oui. Mais avant, vous étiez en prison. Je travaillais, ouais. Vous travailliez et quoi? Vous faisiez quoi comme travail? Chantier. Chantier. Yeah. Et votre situation familiale? Bien, à la maison. Je vis avec mes parents à la maison. Vous Ça se vivez passe avec bien. vos parents. Et je vois dans votre casier judiciaire, alors je vois que, oui, ce sont des antécédents jeunesse. Oui, parce que vous êtes tout jeune, hein. Donc vous étiez un jeune difficile apparemment. Mineur, c'est ça? Oui. Ouais, on peut dire ça. Hein. Hein. Mais maintenant que vous êtes majeur, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Pour moi, j'ai rien à voir, moi. Vous avez Pas de rien à chance, voir. hein. Je peux rien y faire. Ah, il faudra que vous puissiez me convaincre, hein, parce que vous dites que vous n'avez rien à voir avec ce qu'on vous reproche. Il n'en demeure pas moins que la police, une patrouille de police, on est quand même 1h50 du matin, et qu'est-ce que la police décrit? Que deux individus ont des objets en main. Lorsque vous voyez la police, vous partez en courant, et puis on va vous intercepter. Et vous avez en main la barre d'un cric, c'est la police qui décrit. Et l'autre, qui est mineur, lui, lors de la poursuite, va lâcher un autre objet, un objet plus lourd, et il s'avère que c'est un cric de voiture dont le prévenu avait la barre. Bon. Ouais, j'ai compris, mais c'est rien à voir avec ça. C'était pas comme ça. Moi, je marchais sur du café, je passe par là tous les jours. Hein. Je passe par cette rue tous les jours, je rentre à la maison. Ce qui s'est passé, j'ai rien à voir. Même mineur, il dit que je ne me connais pas, donc... Mais comment se fait-il que vous vous baladiez avec la barre du cric? Je me balade pas avec une barre de cric, je marche tout seul. Ceux qui ont dit que j'avais une barre de cric. Elle était, il y a quoi, 5 mètres de moi, ils disent que je l'avais en main. Je l'avais pas en main, moi. Rien à voir avec cette barre de cric, moi. J'ai rien à voir dans ces Non, faits-là. ça c'est ce que vous me dites. Et j'ai pas dit que je considérais que vous aviez fait ce qu'on vous reproche. Amir affirme que les policiers se sont trompés de cible. Il n'a rien volé dans ce garage à Anderlecht, il n'a pas essayé de s'enfuir en voyant des policiers, et il ne tenait pas de barre de fer au moment de son interpellation. Si je considère que vous l'avez fait, vous avez une idée de l'enjeu aujourd'hui? Ouais, C'est-à-dire? la prison. Oui. Mais combien de temps? Je sais pas, ça peut aller jusqu'à 10. 10. 10, Vous êtes un joueur de poker? je sais pas. Je m'y connais pas, hein. Alors vous dites 10 ans, un peu comme ça à la cantonade, mais... Non, c'est ce qu'on dit, apparemment. Non, mais je ici sais c'est pas, 5. On m'a dit, moi, effraction, c'est... Enfin, c'est vrai que vous êtes un jeune adulte, mais vous avez quand même été un peu turbulent, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous étiez mineur, hein? mineur. Donc, vous avez déjà quand même un peu approché la machine judiciaire, hein? C'est vrai comme mineur, mais à peine vous êtes jeune majeur, il y a ceci maintenant, et puis il y a de nouveau, mais vous n'avez de nouveau rien fait. Ça devient un concours de circonstances tout de même un peu problématique, non? Parce que qu'il y ait une erreur judiciaire une fois, C'est pas une erreur judiciaire, c'est quelqu'un qui m'a désigné, qui m'a dit que t'as fait ça. Il y a rien qui m'inquiète dans oui, mais cette affaire. déjà, Voilà, en tout cas ce que je c'est une puis... personne qui... Voilà. Oui, mais ce que C'est je rien puis à voir avec comme s'ils ont quelque chose sur... Ils ont rien sur moi, ils ont dit une personne qui a dit ça sur vous. C'est tout, ils sont venus me chercher, ils m'ont mis en prison. J'ai rien à voir dans ces histoires, moi. Eh bien, nous allons entendre l'avis de Monsieur le procureur du roi par rapport à tout ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous aurez immédiatement compris que si je poursuis monsieur, c'est parce que je ne crois pas au hasard. Pas parce qu'il y a les antécédents, pas parce qu'on dit souvent capable égale coupable. Non, parce que vous avez des faits ici qui sont excessivement précis, à Anderlecht, en pleine nuit,
quand les services de police voient deux individus sortir entre deux véhicules et constatent que ces deux individus ont des objets dans les mains. Ils veulent procéder au contrôle et à leur vue, les deux individus partent en courant. Première question, si monsieur rentrait chez lui tranquillement, pourquoi prendre la fuite? Le particulier a une barre de fer en main. Il s'avérera par la suite qu'il s'agit en fait du cric, parce que on va évidemment découvrir qu'un garage a été forcé, cambriolé, fouillé, et c'est une coïncidence. C'est la faute à pas de chance si monsieur est poursuivi. Et je vous dirais que l'attitude de monsieur est excessivement désagréable, certes. C'est une totale absence de remise en question. Le sourire aux lèvres, on vous dit, bah oui, hein, j'ai fait deux erreurs judiciaires, c'est le hasard, j'ai pas de chance. Quand on lui demande ce qu'il risque, 10 ans de prison, ça c'est une attitude inacceptable, Monsieur le Président, et manifestement une convocation devant vous, une audition devant le service de police, une audition par le procureur du roi n'a servi à rien du tout. Le procureur du roi s'en tient au fait qui désigne Amir comme le coupable. Il rappelle que le jeune homme a déjà un casier judiciaire bien rempli. Extorsion, tentative de vol, entrave méchante à la circulation. Des faits commis alors qu'il était encore mineur. Vol à l'aide d'effraction, rébellion, port d'armes. Il demande 30 mois de prison et s'oppose à un sursis. Et je vous remercie. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez me dire? Je vous ai dit que j'ai rien à voir, moi. Même le mineur, il a avoué que c'était lui. Pourquoi vous voulez me mettre dans l'histoire encore? J'ai rien à voir pour vous me coller des faits de force, là. Je comprends pas. Parce que ça, c'est la règle du jeu, hein. Monsieur le procureur du roi n'est pas convaincu, demande à ce que vous comparaissiez devant un juge. Vous avez des policiers qui font des constatations et vous dites « je n'ai rien à voir » et ce sont des menteurs. Si je vous dis que j'ai pas tenu de barre, je marchais dans la rue, j'ai le droit de dire ça, non? Pourquoi? Déjà, j'ai pas couru, je marche, je cours pas, moi. Ils ont dit que je cours, que j'avais une barre en main. D'où je cours? Je marche dans la rue, je rentre chez moi. Tous les jours, je passe par cette rue. Il y a des caméras pour vous regarder. Tous les jours, je passe par cette rue. Oui, mais maintenant, la caméra devient le mode auquel on se réfère de plus en plus en disant « mais prenez les caméras et vous verrez que je ne fais rien ». Bon, mais c'est pas ça mon problème. Vous avez des policiers qui constatent des choses. Quand un policier constate quelque chose, eh bien, vous avez l'obligation de démontrer que ce n'est pas vrai. Dans l'état actuel des choses, ce que dit le policier doit être considéré comme vrai. Et votre seule réponse est de dire que ce sont des menteurs. J'ai pas le droit de dire ça, alors, c'est ça? Vous pouvez dire ce que vous Non, voulez. Mais je vous dis la vérité, vous voulez pas me croire, pas, oui, mais les policiers, eux, mentent. Non seulement mentent, mais font des faux en écriture, hein. Il faut quand même se rendre compte de ce que tout ça veut dire de manière concrète. J'ai dit la vérité. Mais oui, mais vous dites tout le temps la même chose. Et comme disait monsieur le procureur du roi, répétant ce que je vous ai dit il y a 2 secondes, c'est que c'est quand même pas de chance. Non seulement vous avez des policiers menteurs, et puis, peu de temps après, rebelote, vous êtes de nouveau embarqué dans une affaire où vous tenez le même discours, je n'ai rien fait. Il y a un moment où vous devez vous rendre compte que c'est quand même un processus qui va, d'un jour, vous conduire contre le mur, hein. Enfin, maintenant, vous êtes en train de goûter à la prison, vous êtes encore fort jeune, et donc il est peut-être temps un tout petit peu réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, hein. Mais bon, je vais examiner le dossier et je verrai ce que j'en pense. Amir ne veut pas en démordre. Il n'a rien fait. Le juge va-t-il le croire? Le jeune homme est-il victime d'une malédiction? A-t-il été arrêté une nouvelle fois par erreur? Finalement, le juge Luc Hénard le condamne à une peine de 10 mois de prison avec un sursis de 3 ans et 416 € d'amende. Monsieur le Président, lorsque l'on se retrouve face à un juge, est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire toute la vérité pour espérer alléger sa peine? On a le droit, lorsqu'on comparaît devant un juge, de se taire. On a aussi le droit de mentir. Est-ce que cela va entraîner une peine plus sévère? Pas nécessairement. La seule réflexion qu'il faut se faire, c'est que si, envers et contre tout, vous mentez, vous fermez un certain nombre de portes. J'ai coutume de dire que seul l'avenir est à perdre, mais cet avenir, il se construit à l'audience. Si vous mentez envers et contre tout, vous fermez la porte à ce dialogue avec les conséquences qui s'ensuivent.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Face au juge. Passez une excellente soirée sur RTL TVI. À dimanche prochain. Dans le futur, je ne sais pas encore combien il y en aura d'autres. Et vous me demandez quoi? C'est vraiment le lieu où tous les herbivores du secteur se rencontrent pour fumer leurs cochonneries. Ah ben... Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à cela? Il est temps d'arrêter de faire le con. C'est pas plus compliqué que ça. Vraiment idiot, hein? Il a mis le doigt dans une espèce d'engrenage. Tout se cumule. C'est pas qu'on veut à tout prix vous massacrer, mais à un moment... Il faut que ça vous fasse vraiment mal. Ça, c'est votre faute. Hein. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais.